Les falsificateurs, Antoine Bello. Un bouquin qui a, je pense, peut-être bien 15 ans. C'est l'histoire d'un gars qui fait des études d'architecture en Islande et on lui propose de rejoindre une boîte, il sait pas trop ce que c'est, qui s'appelle le CFR. Ah non, et c'est pas le Council of Foreign Relations, non, non, c'est le CFR et son boulot au CFR, c'est de falsifier la réalité. C'est d'aller produire des récits faux, créer des fausses preuves, des fausses biographies, des faux documents, tout falsifier pour créer des faux récits. Il travaille donc pour une société qui s'appelle le CFR, qui est le consortium de falsification de la réalité. Il sait pas vraiment quel est l'objectif. On lui confie des missions, il exécute des missions. C'est une trilogie qui se lit vachement bien. Tous les gens à qui je l'ai recommandé ont adoré. C'est agréable, c'est sympa, c'est léger. Alors, à l'heure de la blockchain et d'internet, je sais pas si ça marcherait aussi bien, mais ça fait réfléchir. Qu'est-ce qui constitue le réel? Dans quelle mesure le récit officiel, le récit public est digne de crédibilité? Sans transition, From Six to Seven Figures, ouvrage qui, à ma connaissance, n'est pas traduit en français, de Austin Nestlé. Alors, c'est un ouvrage principalement de management, c'est un ouvrage de gestion d'équipe, c'est un ouvrage de scaling, donc de développer et faire croître des entreprises. Moi, je suis le pire manager du monde. Okay, je déteste manager des gens, ça me rend malheureux, ça me rend en colère, ça me fait péter des câbles. En fait, quand je bosse avec des mecs, je donne des instructions qui sont relativement claires. Genre, lis dans mes pensées. Et ces cons-là, pour une raison mystérieuse, décident d'ignorer 30% des instructions. Et la partie émotionnelle de mon cerveau, qui est aussi paranoïaque et autistique, est convaincue qu'ils font exprès de me faire chier. C'est pas le cas, je sais. Mais c'est comme ça que je le vis. Donc bref, gérer des gens, c'est fatigant. C'est une source de souffrance. Et j'ai trouvé que ce bouquin était bon. Il y a une super anecdote dans ce bouquin où il y a le boss, je crois que c'est le boss de... Je l'ai lu il y a longtemps, donc c'est de mémoire. Il y a le boss de Starbucks qui visite un Starbucks. Et qui va prendre un café dans un Starbucks, dans un bled aux États-Unis, peu importe. Et il y a une des lumières au plafond qui grésille, elle clignote, elle marche pas très bien. Et donc là, on doit se demander en tant que lecteur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va voir le manager et il dit: «Mec, putain, réveille-toi, l'ampoule, elle est niquée, voilà, on n'est pas, voilà, on est chez Starbucks quand même, quoi. Donc, règle-moi ça maintenant, immédiatement». Option numéro 1. Option numéro 2, bah, écoute, il prend un escabeau, il fait tout seul parce qu'il faut montrer l'exemple. Beau management, après tout, pourquoi pas? Option numéro 2. Ou option numéro 3, il se casse. Réfléchissez, mettez en pause. OK? Alors, option numéro 3, il se casse. En fait, il se casse, il rentre au bureau, il va voir son bras droit et il dit: «Est-ce qu'on a un process pour changer les ampoules? Est-ce qu'on a une règle qui s'applique à 100% des Starbucks à travers le monde pour décider de quand, comment changer une ampoule?» Et ce qui est intéressant, c'est que en tant qu'entrepreneur, on veut soit régler les trucs soi-même, soit on pète des câbles parce que c'est juste évident, donc personne n'y a pensé. Non, mais il y a personne dans la boîte qui a quelque chose à foutre? Eh ben non. Ce qu'on fait, c'est à chaque fois qu'il y a un problème, on se dit: «Est-ce qu'il y a un process? Est-ce qu'il y a une méthode?» S'il y a quelque chose en place qui est communiqué aux équipes, que les équipes peuvent suivre, appliquer quand ça se présente. Bah, moi qui m'énerve tout seul tout le temps, j'ai beaucoup à apprendre de ce livre. Sauf que j'ai pas appris, les gens font toujours aussi chier, et du coup maintenant je suis principalement investisseur et de moins en moins entrepreneur. Ça me casse les couilles. Alors, ouvrage suivant, The Oligarchs de David Hoffman. Lisez pas le livre n'est pas intéressant. C'est un énorme pavé sur la Russie de la fin des années 80 et des années 90. C'est un ouvrage qui se termine plus ou moins quand Poutine prend le pouvoir, donc autour de 2000. Il n'a aucun intérêt pour vous. Je vous mets ici parce que si vous avez un sujet que vous aimez, s'il y a un sujet qui vous intéresse, petit délire autistique, un truc qui intéresse personne, mais qui vous stimule pour une raison X ou Y. Si un sujet qui vous plaît, prenez le plus gros pavé dessus et lisez-le. Voilà, c'est mon conseil de lecture. Point suivant, The Almanac of Naval Ravikant de Eric Jorgensen. Naval, c'est le cofondateur d'une plateforme de crowd investing qui s'appelle AngelList. C'est quelqu'un qui a investi très tôt dans Uber et dans quelques boîtes comme ça. On ne sait pas trop à quel point il est riche. Est-ce que c'est vraiment important? Je ne sais pas. Probablement centaines de millions ou en milliards. Et c'est quelqu'un d'une intelligence fulgurante qui a tous les grands problèmes, a des réponses qui sont simples
qu'on croit être simplistes, mais qui sont juste brillantes. Et c'est très compliqué de pas être d'accord avec lui. C'est très compliqué de pas être d'accord avec lui. Vous pouvez le suivre sur Twitter. Il tweet peu, mais quand il tweet, c'est vraiment intelligent. C'est en anglais. Et c'est un mec qui, pour tous les grands sujets de la vie, a une capacité à juste dire des trucs qui sont universellement vrais, brillants et simples en même temps. Alors, des trucs brillants, il y en a plein. Des trucs universellement vrais, il y en a, mais on les comprend pas toujours. C'est pas facile. Donc, être vrai, brillant, universellement vrai, enfin vrai, brillant, universellement vrai, et ça, non, simple, universellement vrai et brillant, pas grand-chose. Donc c'est un best-of quelque part de la pensée de Naval Ravikant, qui a été compilé par Eric Jurgenson. Ça se lit très rapidement. Arriver à dire des choses à la fois aussi simples et brillantes, c'est agréable pour le cerveau. Si vous avez un appétit pour le monde des idées, pour la philosophie, ou toute forme de réflexion peu poussée, vous allez tomber amoureux de Naval Ravikant. Ouvrage suivant, The Contrarian, Peter Thiel and the Silicon Valley Pursuit of Power, de Max Schafkin. Alors, Max Schafkin est un gauchiste de mauvaise foi. C'est plus un militant politique que quelqu'un qui fait un ouvrage objectif. Et c'est une biographie complètement à charge de Peter Thiel. Peter Thiel, c'est le cofondateur de PayPal aux côtés de Peter Thiel, aux côtés d'Elon Musk. C'est un des rares mecs à avoir mis une banane énorme à Elon Musk et survécu à ça. Enfin, professionnellement, je veux dire. C'est le premier investisseur dans Facebook, il met 500 000 balles, il en sort 1 milliard. Et c'est le cofondateur de Palantir Technologies. Palantir Technologies, c'est la boîte qui gère toute la data de la CIA, de la NSA, du FBI, etc. Et selon la mythologie officielle, c'est Palantir qui a permis de trouver Ben Laden dans une maison au Pakistan, etc. Enfin, d'après la version officielle de l'histoire. J'ai pas d'avis là-dessus, mais bon, ok. Juste quelques petits doutes. Donc, Peter Thiel, c'est le cœur, c'est le nexus quelque part du nouveau deep state américain. C'est quelqu'un qui fait des paris géniaux. En 2016, il va soutenir Trump. C'est un personnage de premier plan de la Silicon Valley, inconnu du grand public, mais très important dans la Silicon Valley. En 2016, il soutient Trump. Et les gens n'ont pas compris le move. Le move était un pari pascalien. Un pari pascalien, c'est pile, tu perds rien, face, tu gagnes. Et le move, c'est ça, c'est, écoute, t'es le seul mec de la Silicon Valley à soutenir Trump. T'es le seul. Il n'y a pas un mec de la Silicon Valley qui a soutenu Trump en 2016. T'es le seul. Donc maintenant, si Trump gagne, bah t'es le seul. Et comme Palantir vit entre autres de contrats publics, bah c'est pas mal. Si Trump perd, Hillary gagne, l'establishment continue à tenir le pays. La campagne de Trump aura été perçue comme une vaste plaisanterie, comme une bouffonnerie, et on lui en voudra pas d'avoir soutenu Trump. Donc pile, tu as accès à la Maison Blanche et tu peux participer, je dirais, à choisir qui sera à quel poste, chose qu'il a fait. Face, tu perds rien. Et en fait, Thiel, c'est un mec qui fait des moves comme ça, extrêmement intelligent, brillant, sans pitié. J'ai pas envie d'en dire plus, mais c'est vraiment passionnant, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un mec, il est contre tout le monde toute la journée. Donc en fait, peu importe quel est le consensus, il est contre. Mais d'une certaine manière, il a toujours raison. Et c'est un mec pas très lisible. Récemment, il a été interviewé. Et le mec lui demande, mais quand même, faut sauver l'humanité. Et là, le mec, il prend quand même 30 secondes en mode... Donc voilà. Alors que normalement, n'importe quel être humain normal répond oui, bah évidemment, on va sauver l'humanité. On va pas, voilà, on est humain, on veut que la race humaine perdure, quoi. Et c'est quelqu'un d'une grande complexité, qui est bourré de contradictions. Donc, par exemple, c'est un libertarien. Les libertariens, ce sont des gens qui sont contre l'intervention de l'État, contre le poids de l'État, qui veulent un État minimal et finalement laisser faire le marché pour tout. Sauf qu'en même temps, il est le mec qui crée Palantir, qui est un outil de centralisation du pouvoir total entre les mains de l'État. Contradiction. Donc c'est quelqu'un qui est bourré de contradictions, mais peut-être un des personnages de pouvoir aujourd'hui le plus intéressant à étudier.